parler par rapport au thème. Et je suis aussi sûr que chacun de nous a une vision personnelle de ce que c'est l'intelligence artificielle. Et l'objectif du club, ce sera donc de nous enrichir les uns les autres. Et ce sera fait de façon à ce que l'on interagisse. Je vais donc expliquer certaines choses et au fur et à mesure, je vais m'arrêter pour vous demander si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à rajouter par rapport au point. Après, on avance ensemble. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi rester sur nos gardes? Sans plus tarder, nous allons commencer avec la définition. Qu'est-ce que nous entendons par l'intelligence artificielle? Alors, déjà, pour ce que nous allons observer, ce que nous allons ensemble étudier, nous verrons ce que c'est l'intelligence artificielle dans les moindres détails. Nous verrons également les avantages que présente l'intelligence artificielle, si j'arrive à prononcer ça. Et par la suite, nous allons examiner ensemble les méfaits dans notre société. Et enfin, que faire en tant que chrétien? Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'IA? Alors, je sais que chacun de nous, ou je suis presque sûr que la plupart d'entre nous, a déjà utilisé ChatGPT et tout le monde en parle. Ça comprend toutes les langues, c'est utilisé par tout le monde. Mais qu'est-ce qui fonctionne vraiment derrière ChatGPT ou qu'est-ce que c'est en fait cette intelligence artificielle dont tout le monde parle? J'aimerais commencer par dire que c'est un outil. C'est un outil, premièrement. Et nous savons que depuis la nuit des temps, les hommes que nous sommes essayons toujours de créer des outils pour pouvoir automatiser notre travail, pour pouvoir améliorer notre environnement. On est toujours là en train de créer des outils. Et je dirais l'intelligence artificielle, pour ne pas parler de ChatGPT en particulier, l'intelligence artificielle dans son ensemble est un outil. C'est un ensemble d'outils qui nous permettent de résoudre certains problèmes que nous avons dans notre société. Alors, très important. Et nous savons également que la science évolue par erreur corrigée. Alors, l'intelligence artificielle a été beaucoup inspirée dans le fait d'améliorer les services ou les applications, les systèmes qui existent déjà dans notre quotidien. C'est ce que nous allons voir en détail. On va commencer par la robotique. Aujourd'hui, la robotique, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existait déjà. On avait déjà commencé à créer des machines depuis le temps, des voitures et autres. Et il y a toujours eu cette ambition de l'homme de pouvoir rendre ces machines un peu plus intelligentes. Donc on voit là en fait le désir de faire évoluer la science. Et l'intelligence artificielle, c'est cette partie système de la machine qui va rendre la machine un peu plus intelligente afin de pouvoir réaliser des tâches similaires à celles des hommes. C'est donc notre définition. L'intelligence artificielle permet aux machines d'apprendre et d'agir de manière similaire à l'homme. Même concept et encore qu'à ses débuts. Donc, j'ai vraiment souligné apprendre et agir de manière similaire. C'est ça l'objectif de l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est de rendre ce système capable d'apprendre tout seul, de façon automatique, et d'agir par la suite, après avoir appris, de manière similaire à l'homme. Donc, nous observons déjà l'intégration de cette intelligence artificielle dans la robotique. Et aujourd'hui, lorsque nous intégrons certaines applications, certains réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, nous pouvons déjà observer l'intégration de cette intelligence artificielle. Je vais prendre un exemple. Sur YouTube, vous avez remarqué, je pense qu'il y a 3 ans, 5 ans de cela, si je ne dis pas n'importe quoi, lorsque vous vous rendez sur votre YouTube, en défilant votre page d'actualité, vous allez remarquer que vous n'avez que des vidéos similaires à ce que vous avez déjà vu, ce que vous avez déjà vu, ce que vous avez déjà liké auparavant et tout le reste. Alors, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle qui travaillent derrière afin de rendre ce type de service disponible sur l'application. Donc,
nombreuses applications qui utilisent de l'intelligence artificielle en arrière-plan. Ce n'est pas toujours en avant-plan comme avec ChatGPT, mais nous avons déjà cette intelligence artificielle que nous pouvons remarquer sur certaines plateformes. Et donc, mis à part les réseaux sociaux, nous avons également les applications que nous allons utiliser comme Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, où nous voyons l'intégration de l'intelligence artificielle qui agit là comme un assistant, comme une sorte de chat qui nous est proposé afin de pouvoir entrer un prompt qui est donc une information textuelle, dire finalement à cette intelligence artificielle de pouvoir réaliser une tâche en particulier. Donc voilà un peu ce qui englobe notre définition de l'intelligence artificielle. C'est donc un outil comme tout autre qui nous permet donc de simplifier la vie, de simplifier l'utilisation des outils que nous avons déjà ou des applications, des outils que nous aimons déjà utiliser, qui sont déjà disponibles à notre portée. Alors, j'aimerais parler de la différence entre la programmation et l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a certaines personnes qui se posent la question, ben, pourquoi c'est un thème si important que ça en fait? Quelle est vraiment la différence entre cette intelligence artificielle et la programmation d'avant? Je prends un exemple, Photoshop ou Gmail par exemple, c'était déjà des applications, c'était déjà des logiciels intelligents. Mais pourquoi aujourd'hui ça devient un sujet tellement particulier de parler de l'intelligence artificielle? Et bien là, la différence, c'est que Photoshop et Gmail étaient des applications, des logiciels conçus avec des programmes informatiques, des langages informatiques, je veux dire. Et ici, avec l'intelligence artificielle, on parle plutôt d'architecture. Je vais expliquer ce que nous avons sur la droite ici. C'est ce qu'on appelle une architecture qui est un peu plus complexe que la programmation des applications. Alors, pardonnez-moi, je vais être un peu plus technique, je vais être un peu plus, ça va être un peu plus simple à comprendre pour ceux qui font programmation et tout le reste. Alors, ici, sur la droite, nous avons un système on va dire un système de nodes ou encore un système de connexion. Alors, connexion de neurones, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, nous avons un système de connexion de neurones. L'idée derrière la création de l'intelligence artificielle était donc de créer un système qui soit comparable au fonctionnement de notre cerveau ou du cerveau de l'être humain. Donc, lorsqu'ils ont créé cette architecture, c'est donc fait à partir de plusieurs algorithmes qui fonctionnent ensemble afin d'imiter le processus de fonctionnement des neurones dans le cerveau humain. Donc, c'est pour ça que ça ressemble à ça. Et derrière, il y a beaucoup d'algorithmes qui fonctionnent. C'est ce qui fait en sorte que l'intelligence artificielle est beaucoup plus avancée que la programmation et les applications normales. Parce qu'ici, on va parler de plusieurs algorithmes comme ça qui ont été associés pour pouvoir d'ailleurs faire des calculs énormes et rendre des résultats qui soient vraiment semblables à ce qu'un homme pouvait rendre comme résultat face à un problème. Voilà. Donc c'est vraiment une façon de réaliser des calculs plus avancés qui ressemblent au fonctionnement du cerveau humain. Alors, j'aimerais également nous faire un retour à l'époque. J'aimerais vraiment que l'on comprenne d'où est-ce que ça vient. Parce que c'est quelque chose qui est apparu en 2020, je pense, avec l'arrivée de ChatGPT. Et puis, on a eu ChatGPT 4, ChatGPT 3 et puis 4. Mais j'aimerais ici vraiment nous ramener à l'époque et j'aimerais nous informer que l'intelligence artificielle est un projet qui a commencé depuis les années 1927.
mathématiciens qui ont auparavant commencé à faire des recherches sur le sujet, essayer de comprendre qu'est-ce que c'était. Et c'est des recherches qui se sont poursuivies jusqu'en 1963, où il y a eu la création d'un laboratoire, donc le MIT Computer Science Artificial Intelligence. Donc c'est un laboratoire qu'ils ont conçu pour pouvoir voilà, officiellement faire des recherches sur cette intelligence artificielle, découvrir davantage qu'il avait ce qu'on pouvait faire en fait avec cette architecture, cette façon un peu plus avancée en fait de programmer des applications, de programmer des systèmes. Et sur la photo, sur la gauche, nous avons une sorte de trajet qui montre l'évolution de ces recherches-là en fait. Et individuellement aussi, il y a eu des géants de la technologie comme Google, Microsoft, qui ont fait aussi des recherches un peu particulières, mais seulement lorsqu'il y a des recherches qui sont faites sur un sujet, notamment dans le domaine de la programmation, mais je pense que dans tous les domaines aussi, lorsqu'il y a des recherches qui sont faites, les recherches sont souvent publiques. Des recherches où les résultats au sortir de ces recherches sont souvent publics, sont souvent accessibles à tout le monde. Alors pourquoi je parle de ça? On va comprendre en fait, c'est important que nous comprenions ça pour comprendre en fait comment est-ce que ChatGPT a pu, en un temps record, concevoir quelque chose que nous utilisons aujourd'hui. Alors que ça fait des années et des années que plusieurs mathématiciens, plusieurs organisations essayent de trouver en fait la solution à ces recherches. Alors j'espère que vous êtes toujours avec moi déjà. Vous pouvez mettre des pouces en l'air pour vraiment me rassurer que vous êtes toujours avec moi. D'accord. Alors, donc, on est toujours en train de parler, pour ceux qui viennent d'arriver, on est simplement en train de parler de la définition de l'intelligence artificielle. On aimerait vraiment comprendre d'où est-ce que ça vient. Est-ce que ça a été créé seulement tout d'un coup comme ça, ou c'est quelque chose qui vient, en fait, c'est le fruit d'un travail, ou voilà. C'est vraiment ce qu'on essaie de décortiquer. Et comment est-ce que ça fonctionne? On a parlé de la différence également qu'il y avait entre un programme, un logiciel normal et un logiciel utilisant de l'intelligence artificielle. Donc, un logiciel normal est conçu tout simplement avec un programme informatique où il y a des séries de conditions comme sinon, alors si cette condition est vérifiée, fais ça. Si cette condition n'est pas vérifiée, fais ça. C'est comme ça qu'on a toujours conçu les programmes et les sites web. Mais aujourd'hui, on a une autre technologie en face de nous, une autre architecture qui nous permet de concevoir des programmes qui soient un peu plus intelligents. Et c'est des recherches qui ont daté depuis les années 1927 jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'en 1963, où le laboratoire a été créé. Et nous pouvons voir sur notre photo de gauche, il y a Google qui a commencé en 2019 pas qui a commencé, je dirais, mais qui depuis toujours a travaillé dessus, mais qui avait comme stoppé parce que tout le monde, en fait, ne trouvait pas que c'était quelque chose de prometteur, en fait, que c'était quelque chose qui devait produire du résultat maintenant. Les gens se disaient que ça devait prendre encore plus de temps. Et nous avons un jeune homme qui est sorti, qui a d'ailleurs arrêté son université au nom de Sam Altman. C'est un jeune homme qui a étudié à Stanford, qui décide d'arrêter ses études universitaires pour pouvoir se lancer dans un projet qu'il a conçu d'abord, un projet personnel, et après il a travaillé aussi dans une autre entreprise. Et il était fasciné par cette découverte, ces recherches qui étaient en cours sur l'intelligence artificielle. Et il décide donc de chercher des partenaires financiers afin de pouvoir financer dans ce projet et prendre en main ces recherches de l'intelligence artificielle. Et c'est alors qu'il a, après avoir consulté plusieurs partenaires, et ça et là, je vous épargne un peu tous les détails, il finit par signer un contrat avec Microsoft, que nous connaissons, Microsoft Windows, que nous utilisons et tout le reste. Et c'est donc Microsoft qui a été son plus grand fournisseur afin de mettre en place cette architecture ou cette compagnie, cette entreprise qu'il appelait OpenAI. Et c'est à partir de 2020 qu'on commence à savoir ChatGPT 3 apparaître et tout le reste. Aujourd'hui, nous avons ChatGPT 4 ou 4. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé.
depuis le temps de l'intelligence artificielle jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est important de noter, c'est que la différence encore entre les programmes, les programmes informatiques normaux et l'intelligence artificielle, c'est surtout au niveau du matériel informatique. Parce que lorsqu'on développe des applications ou des logiciels, ça ne demande pas vraiment du matériel informatique aussi puissant que ça. Mais avec l'intelligence artificielle, nous avons besoin du matériel informatique très puissant, très qualifié, du matériel de pointe, qui coûte déjà très cher et en plus de ça, il demande beaucoup de ressources électriques, énergétiques, et c'est ce que nous allons voir par la suite, ça fait partie des conséquences de l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment ça encore la différence entre ces deux-là en fait. Alors, avant de pouvoir continuer sur les avantages, j'aimerais déjà qu'on puisse interagir sur ce qui concerne la définition. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez clarifier? Alors, pas de questions. J'aimerais vous partager un dernier point avant d'avancer. C'est que les cellules qui existent dans notre cerveau, dans le cerveau humain, sont de 86, ou le nombre total de cellules est donc de 86, voire 100 milliards. Ça, c'est le nombre de cellules ou de neurones, on va dire, qui existent en fait, ou de connexions et tout le reste. Il y a donc 100 milliards en fait, de connexions de neurones dans notre cerveau, dans le cerveau humain. Mais seulement dans le cerveau de ChatGPT qui a été développé, ils utilisent dans cette architecture que nous voyons, il y a 175 milliards de neurones, en fait, de connexions de neurones. Ce qui fait donc que déjà, ChatGPT en soi, on n'a pas encore eu de version, pas la version, je ne parle pas de la version 4, en fait, je parle seulement de la version ChatGPT en elle-même. Elle fait déjà 175 milliards, donc elle a déjà plus de neurones, en fait, dans son architecture qu'un cerveau humain. Donc là, c'est quelque chose qui effraie. D'ailleurs, ce qu'on appelle les pères de l'intelligence artificielle, parmi les anciens qui ont commencé à travailler sur le projet, c'est quelque chose qui les effraie énormément parce qu'ils se disent que ça craint. Il se pourrait qu'avec le temps, cette intelligence devienne très dangereuse. Et c'est vraiment ce qu'on va voir par la suite ensemble. On va développer sur ça. Donc on garde ça en tête. Et parlant des avantages, les avantages de l'intelligence artificielle, nous avons premièrement l'avancement des recherches médicales et environnementales. Il y a une application qui s'appelle Be My Eyes. C'est une application qui a été conçue aux Pays-Bas. C'est une application qui permet d'assister les non-voyants, les malvoyants, je veux dire. Et sur leur smartphone, ils ont juste besoin d'installer cette application Be My Eyes et ils peuvent donc activer leur caméra, la caméra du smartphone, afin de pouvoir analyser tout objet autour d'eux. Par exemple, quand ils vont au supermarché, ils peuvent tout simplement voilà, filmer le produit et l'application donne des informations concernant le produit et tout le reste. Et aujourd'hui, avec l'intégration de l'intelligence artificielle sur cette application-là, ça a encore en fait amélioré l'assistance que l'application pouvait procurer à ces malvoyants. Et c'est vraiment quelque chose que OpenAI, c'est OpenAI qui a travaillé dessus, la même entreprise que ChatGPT. Et c'est eux qui ont vraiment, ils ont reçu des témoignages comme ça, des gens, des malvoyants qui ont été très, 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 très voilà, ravis de cette amélioration. Donc voilà, et dans la médecine également, il y a l'intégration de l'intelligence artificielle qui se fait dans plusieurs logiciels, dans plusieurs laboratoires de recherche. Ils ont des logiciels en fait qui sont plus avancés en fait pour des résultats en fait plus avancés à l'avenir. Voilà. C'est sûr qu'on va vraiment entendre parler de l'évolution de
de certains médicaments, ou même de la création de certains médicaments qui pourraient être conçus par l'IA. Et en deuxième position, nous avons un assistant qui facilite et qui améliore l'utilisation de nos applications favorites. Alors, j'ai déjà mentionné ça en amont. Nous avons par exemple l'utilisation de Word, Excel, qui a une sorte de chatbox sur le côté qui nous permet d'interagir avec notre document Word. Ça devient plus intelligent, un peu plus simple de travailler avec ces systèmes. Pour le raison du temps, je pense que je ne pourrais pas jouer la vidéo, mais il y a par exemple le fait d'activer sa caméra et d'interagir de façon audio-visuelle avec l'intelligence artificielle, lui dire par exemple, qu'est-ce que tu penses par exemple qu'est-ce que tu penses de cet arrangement de ma chambre par exemple. Et de façon vocale, l'intelligence artificielle va te répondre, et bien je pense que c'est voilà, tu pourrais faire ça, tu pourrais déplacer la table par exemple, quelque chose comme ça. Et en plus de ça, il y a quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas avec les assistants vocaux comme Google Home ou Siri, pour ceux qui utilisent l'iPhone. On a vraiment une évolution sur ce côté-là parce que l'intelligence, elle est un peu plus humaine en fait dans sa façon de parler. Et elle peut même changer de tonalité. Elle peut être impolie, elle peut être douce dans sa façon de parler et tout le reste en fait. Donc je vous ai pas vraiment la vidéo, mais vous pourrez aller voir, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est arrivé, et c'est arrivé seulement cette semaine. Et ça craint encore, ça craint l'avantage, mais dans tous les cas, c'est un sacré avantage, ça, dans un sens, comme on est en train de le voir. Et pour le point numéro 3, on va dire que ça me suit en de recherche sur Internet. Et parmi les dernières informations que l'on a reçues de la compagnie OpenAI qui travaille sur ChatGPT, ils ont annoncé que sur l'application ChatGPT, on a maintenant la possibilité d'avoir des liens qui soient générés par l'IA. Alors avant, lorsqu'on entrait un prompt, lorsqu'on entrait un petit texte dans la boîte, on avait un résultat comme une réponse qui vient directement de l'IA. Mais aujourd'hui, on a maintenant des liens. Une fois que l'IA répond, il peut mettre des liens à côté, des liens de référence. Ça veut dire que plutôt que d'aller sur Google en train de perdre du temps, en train de chercher plusieurs liens, on a la possibilité de faire des recherches plus rapidement en fait. Et une autre chose, c'est que ça optimise également notre façon d'étudier. Si vous vous êtes rendu sur ChatGPT cette semaine, vous allez remarquer qu'il y a un petit onglet qui permet d'upload un fichier. Vous avez désormais la possibilité d'upload un PDF, un texte, quoi que ce soit. Et l'IA va tout simplement en inscrire le PDF. Vous pouvez désormais interagir avec l'intelligence concernant le contenu qui se trouve sur votre PDF. Donc, c'est vraiment des avantages aujourd'hui qui existent. Ça vient vraiment simplifier la façon dont nous utilisons les applications habituelles, nos applications de tous les jours. Et je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter ou une question à ce sujet avant que l'on avance vers les effets. Vous êtes toujours là? Est-ce que c'était clair ou un peu confus? Je sais que c'est beaucoup d'informations, même pour moi, ce n'était pas facile de réunir toutes ces informations. Est-ce que ça va trop vite? Parce que j'essaie d'aller un peu plus vite parce qu'à cause du temps, vu qu'il y a encore du contenu. D'accord, on peut donc avancer vers les méfaits. Alors, premièrement, concernant les méfaits de l'IA, il y a des conséquences à venir qui sont inconnues. Plusieurs CEO, plusieurs CEO de grandes entreprises, d'ailleurs, comme Elon Musk de Twitter, qui est actuellement le CEO de Twitter, qui est aussi qui était le créateur de PayPal,
c'est quelqu'un qui dit qu'il n'est pas du tout rassuré de cette intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a même de grands sujets concernant la régularité, parce qu'il n'y a pas vraiment de mesures de règles d'utilisation qui sont mises en place, en fait. Et ils sont toujours en train d'y travailler, même le CEO de OpenAI, Sam, il a annoncé ça récemment, il a dit qu'ils sont toujours en train de travailler pour mettre en place un système de régulation pour dire que ça, on ne doit pas faire, ça, on ne doit pas faire. Parce qu'aujourd'hui, quand c'est tout pour le peuple, en fait, n'importe qui peut venir faire n'importe quoi. Et il faut vraiment que ces lois-là, ces règles soient mises en place afin de pouvoir voilà, avoir sécurisé tout le système. Et ce qui inquiète tout le monde, c'est qu'on ignore en fait, les conséquences que ça va avoir. Vous imaginez, c'est quelque chose de nouveau en fait. Et j'aimerais prendre l'exemple sur, à l'époque, lorsqu'ils ont créé l'avion, par exemple, il y avait des gens qui avaient des appréhensions en fait, sur l'avion. Ils se disaient que comment on peut monter sur un engin comme ça et tout ça. Parce que c'était nouveau, en fait, on ignorait les conséquences et après, se sont suivis des crashs et on a vu comment améliorer le système. En fait. Donc tout ça, c'est ce que l'homme sait faire. L'homme sait créer des solutions et trouver résoudre les problèmes que ces solutions-là vont engendrer par la suite. Voilà. Donc pour l'instant, on est toujours en train d'examiner quelles pourraient être les potentielles conséquences de cette intelligence artificielle, surtout sur nos comportements, ce qui est encore très très inconnu actuellement. Et aujourd'hui, on peut déjà avoir une conséquence, c'est la consommation excessive de contenu sur les réseaux sociaux parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'algorithme qui permettait de nous proposer des vidéos que l'on aime, des vidéos qu'on a l'habitude de regarder. Et ce simple outil ou comment dire ça, cette fonctionnalité, cette fonctionnalité simple, en fait, impacte tellement de gens, en fait. Ça agit tellement sur le comportement des gens sur les réseaux sociaux parce qu'avant, les gens pouvaient passer moins de temps, mais à cause de ça seulement, lorsque vous êtes sur Twitter, sur Instagram, plus vous scrollez, plus vous avez du contenu que vous aimez, ça vous empêche en fait de vous arrêter. Et on a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, qui ne peuvent plus se passer de leur smartphone à cause de ça. Et ça, c'est déjà un comportement qu'on peut voir, c'est déjà quelque chose qu'on peut remarquer, qui peut déjà nous tiquer en fait. Et nous avons également l'influence de l'IA sur l'employabilité, ce qu'on va vraiment discuter. Et avant de pouvoir parler de ce point, j'ai demandé à ChatGPT de me dire quelles pourraient être les conséquences positives et négatives de l'intelligence artificielle dans la société. Et voilà la réponse que j'ai obtenue. L'intelligence artificielle est un domaine en pleine expansion qui a le potentiel de transformer profondément la société. Voici un aperçu des conséquences positives et négatives. Donc, l'automatisation des tâches, c'est déjà ce que l'on a discuté ensemble. L'avancée médicale, c'est ce qu'on a vu. L'amélioration des services et de la commodité, on a parlé de ça. Le soutien à la recherche de l'innovation, voilà. Sécurité et prévention. Ça pourra améliorer, par exemple, les services de sécurité, caméras de surveillance, tout ça. On aura des systèmes un peu plus sécurisés et automatisés. Voilà. Donc, voilà pour les points positifs. Parlons des points négatifs. Nous avons la perte d'emploi, et on va y revenir. Nous avons l'inégalité sociale parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui demande du matériel informatique de pointe, qui coûte très cher et qui demande beaucoup d'énergie, surtout électrique. Et les pays en développement n'ont pas encore les ressources pour pouvoir se, 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 se permettre ce genre de luxe, en fait. Donc, il y aura un écart technologique, un grand écart technologique d'ailleurs, entre les pays développés et les pays en développement. Et c'est une forme de discrimination, pardon, il y aura plutôt une forme de discrimination sur les systèmes. Et d'ailleurs, c'est déjà remarqué, j'ai pris le temps aussi de suivre des vidéos sur des gens qui ont fait des TED. Les TED, c'est comme voilà, des endroits où on peut parler à un public, voilà. Et j'ai vu des gens qui ont parlé, qui ont dit qu'il y avait certains systèmes aux États-Unis, certains systèmes de reconnaissance faciale qui n'ont pas été à mesure de reconnaître des employés
noire. À cause de la peau noire, les caméras ne pouvaient pas bien identifier le visage de l'employé et tout le reste. Les gens ont porté plainte que non, c'était une discrimination raciale de la part de l'intelligence artificielle. Donc, on a déjà des crises comme ça qui commencent à se créer autour de l'intelligence artificielle et on ignore encore ce qui reste à venir en tout cas. Et nous avons des problèmes de confidentialité, de sécurité, voilà, la cyberattaque. Parce que déjà, avec les réseaux sociaux, on a des comptes Facebook qui sont piratés et tout le reste. Et donner du pouvoir, en fait, à des hackers pour pouvoir créer des solutions avec l'intelligence artificielle. Alors, il faut vraiment s'attendre à des cyberattaques. On a un problème d'éthique, de responsabilité. On a l'impact environnemental, en fait. Parce que les ressources informatiques qui sont utilisées pour travailler, générer, calculer, je veux dire, voilà, exécuter tous ces algorithmes-là, en fait, ça demande tellement d'énergie électrique que ça va finir, ou c'est déjà en train de polluer la nature, en fait. C'est déjà en train de faire des dégâts environnementaux. Et ce qui se passe avec nous, les hommes, c'est qu'on est tellement concentrés sur créer des solutions qu'on met en second plan, en fait, les conséquences que ces solutions-là peuvent avoir. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de remarquer. Les gens sont peu concernés sur les conséquences et ignorent même d'ailleurs les conséquences de cette technologie parce qu'on est tellement figé sur ce que ça apporte comme résultat, en fait. Alors qu'il y a déjà des méfaits qui sont palpables. Et si je reviens sur notre présentation, vous allez voir que générer un article lorsque vous rentrez votre prompt sur ChatGPT et que vous lui demandez de générer un article, la consommation en énergie de cet article qu'il va générer est donc de 126 foyers en un an. En tout cas, on a besoin de prendre même une minute de silence ici parce que moi, ça m'a dépassé en tout cas. Le simple fait que ChatGPT nous génère un article, une poésie, dans leur data center, là où ils ont leur serveur, ils ont leur alimentation électrique. Ils doivent garder ces serveurs-là opérationnels 24 heures sur 24. Parce qu'il y a des entreprises qui travaillent déjà avec ChatGPT. La compagnie ne peut pas s'arrêter de travailler. Et ils ont des milliers de serveurs. Et puis, si vous vous souvenez, je vous ai partagé la vidéo dans le groupe. Il y a cette compagnie NVIDIA qui travaille sur les processeurs, sur les cartes graphiques évoluées, tout ça. Et c'est des ressources en fait qui demandent beaucoup en électricité, en fait, en énergie électrique. Et c'est des milliers et des milliers de serveurs qui sont là, qui sont en train de calculer en fait. Parce que quand on a vu en fait l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste un programme informatique, mais c'est toute une architecture. Donc il y a beaucoup d'algorithmes qui sont exécutés. Et si le matériel informatique n'est pas de pointe, ça peut prendre des jours en fait pour vous générer une réponse. Mais ChatGPT prend quelques secondes pour vous générer une réponse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de machines et des machines de pointe en plus, ce qui font le travail derrière. Donc il y a vraiment un travail, vraiment un problème à ce niveau, au niveau de la consommation en énergie et de la destruction de l'environnement. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou une question avant qu'on continue. Alors, l'employabilité, je pense que c'est ce qu'on va discuter ensemble. Alors, il y a des CEO. On va parler premièrement de... Ça, c'est un rapport qui a été généré par le Fonds monétaire international qui nous informe que l'intelligence artificielle aura un impact de 60% des emplois dans les pays économiquement avancés. D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas aux États-Unis, un peu en Europe, mais c'est plus présent aux États-Unis en ce moment parce que vous savez que ces entreprises sont basées aux États-Unis. Il y a vraiment une perte d'emploi importante en ce moment. Et ça va continuer à croître parce que l'intelligence artificielle va continuer en fait à s'améliorer. Et nous allons voir très bientôt comment est-ce que ça va s'améliorer
quel impact ça pourrait avoir encore davantage. Alors, il y a déjà ça de 60% et de 25% en Afrique ou en Europe, dans certains pays d'Europe, dans les pays qui sont de faibles revenus. Donc ça veut dire qu'en Afrique, on est quand même encore un peu protégé. Hein. C'est le moment de rentrer au pays, on va investir au pays. Non, je rigole. Mais sinon, en ce qui porte, ce que on a parlé de lui tout à l'heure, Elon Musk, celui de CEO de Twitter, lui, il dit que voilà, c'est un danger. Dans son commentaire, il dit que l'intelligence artificielle est plus dangereux en fait que la bombe nucléaire en fait. C'est lui qui dit en fait. Et il dit en plus de ça, personne ne prend conscience de ça. Et c'est un outil en plus qui a été libéré au public et on ignore en fait qu'est-ce qu'on peut en faire et à quel point ça peut être dangereux en fait pour nous, pour l'humanité en fait. Et d'ailleurs, Sam, le créateur de ChatGPT, il est allé le voir premièrement et il avait commencé à investir, c'était son premier investisseur et quelques années après, il a arrêté d'investir sur le projet. Ça veut dire qu'il a fait des recherches personnelles et il s'est rendu compte en fait de l'effet dévastateur de l'IA, il a arrêté d'investir dessus. Et aujourd'hui même, jusqu'aujourd'hui, quand on interviewe, il continue à insister en fait que ça demeure vraiment une menace pour l'humanité. Et donc, aujourd'hui, nous avons OpenAI qui, on va dire, ChatGPT qui travaille beaucoup avec Microsoft. Et on est déjà en train de voir l'influence ou la présence de l'intelligence artificielle sur les produits de Microsoft. Alors, après avoir élaboré tout ça, ça c'était bien à savoir, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons à présent rentrer dans la parole de Dieu et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire le lien entre tout ce que nous avons vu en termes d'avantages, d'inconvénients et quelle pourrait être notre approche en fait après avoir compris tout cela. Alors, j'aimerais nous conseiller à tous d'utiliser dorénavant la technologie en général avec du recul parce que ce n'est pas seulement une histoire d'intelligence artificielle. OpenAI et ChatGPT, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être intégré partout en fait. C'est intégré dans toutes les solutions que nous utilisons déjà. C'est pas comme si c'était une technologie qui est à part, mais c'est une technologie qui est en train de fusionner avec tout ce qu'on utilise. On l'a vu avec YouTube par exemple et tous les réseaux sociaux qu'on utilise. Donc, il faut vraiment prendre un peu du recul parce que aussi longtemps qu'on ignore les conséquences que ça peut avoir sur nos comportements, alors il est préférable de prendre du recul en fait. Et c'est difficile, par exemple, pour moi, c'est difficile pour ceux qui font programmation, parce que nous, au contraire, on est appelés à apprendre comment ça fonctionne pour pouvoir intégrer ça et pour pouvoir travailler avec, en fait. On est comme obligé, en fait, quelque part, d'apprendre ça, mais on va voir comment le Seigneur peut nous aider en tant que chrétiens de vivre dans ce monde comme n'étant pas de ce monde. C'est vraiment ce que nous avons l'expérience. Et j'aimerais que nous puissions faire un petit retour en arrière avec l'influence des réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La science évolue par erreur corrigée. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que l'image de ce qui a été hier. Et le nouveau mouvement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un vent nouveau, parce qu'on a déjà eu un vent comme ça, qui était l'arrivée des réseaux sociaux. Et essayons de voir un peu, parce que c'est bien de pouvoir analyser ce qui s'est déjà passé pour savoir un peu ce qui va se passer aussi à l'avenir. J'aimerais qu'on puisse analyser ensemble Facebook. Et avant l'analyse de Facebook, j'aimerais déjà vous dire que est-ce que vous réalisez à quel point les réseaux sociaux ont déjà causé des dommages en fait? C'est comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes à résoudre avec les réseaux sociaux. En plus de ça, on a autre chose en fait qui vient pour compliquer encore les choses en fait quelque part. Si tu n'as pas été systématiquement affecté par les réseaux sociaux, gloire à Dieu. Mais seulement dans le corps du Christ, il y a eu des gens à qui ça les a coûté en fait leur vie chrétienne, ces réseaux sociaux en fait, parce qu'ils ne sont pas restés, et parce qu'ils n'ont pas pris garde justement. Et c'est le message d'aujourd'hui, nous voulons être alertés, nous voulons prendre
garde avant que le pire n'arrive, en fait. Et en parlant des réseaux sociaux, il y a des avantages. J'aimerais pas dire que tout, comme on a vu avec l'IA, pardon, il y a des avantages. Je n'aimerais pas négliger ces avantages-là, mais j'aimerais un peu plus prendre l'accent en fait sur les inconvénients. Et je peux voir l'unanimité des comportements avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, lorsque vous allez dans la section, lorsque vous allez sur les commentaires, quel qu'en soit le réseau social, vous allez remarquer une façon de commenter qui est identique en fait. C'est comme si sur les réseaux sociaux, on a une même façon de vivre, on a une même façon de parler. C'est comme si c'est un monde où on a adopté un code, quoi. Donc tous, en fait, on agit selon ce code-là, en fait. Et moi, ça m'interpelle, en fait. Ça me dit, mais ça me fait dire, mais c'est pas normal. Et c'est pas seulement en français. Avec la grâce de Dieu, le fait que je comprenne, que je sois bilingue, c'est quelque chose que je remarque aussi en anglais, en français, et je pense que vous pourrez en dire en tout autant, si vous parlez portugais. Il y a comme une façon un peu unique, en fait, de raisonner sur les réseaux sociaux. Et moi, ça me fait penser, en fait, au système mondial. D'après des recherches qui sont venues ça et là, on a entendu que l'ennemi voulait mettre en place un système mondial, un système économique mondial, quelque chose. Donc, pour moi, je dis que l'ennemi a un agenda, d'accord? Le diable a un agenda. Et je ne dirais pas que tout ce qui est en train de se passer est forcément voilà, sous son influence ou quoi, parce qu'on a dit au début que c'est un outil comme tout autre, et que nous, les hommes, on a ça en nous, le fait de trouver des solutions. Mais j'aimerais vous me dire, enfant de Dieu, sois attentif. Réalise que l'ennemi a un agenda ici-bas et qu'il peut être en train de mettre en place. Il pourrait être en train de mettre en place son agenda. Et en tant qu'étranger, j'anticipe un peu ce que je vais dire par la suite, mais en tant qu'étranger ici-bas, il faudrait vraiment être attentif. Et j'aimerais donc revenir sur notre discussion sur les réseaux sociaux. L'autre conséquence que nous avons des réseaux sociaux, c'est la tendance à se intimider par les réalisations des autres. Aujourd'hui, lorsqu'on voit ce que l'autre a fait sur Instagram, combien l'autre est en train d'avancer, ça affecte un peu notre foi ou notre façon de... Je ne dis pas pour tout le monde, hein, parce que par la grâce de Dieu, certains ne sont pas affectés, mais certaines personnes ont subi ça en fait. Que voilà, je suis peu productif parce que j'ai comme l'impression que je suis bon à rien, je n'avance pas assez vite dans la vie, parce qu'un tel finalement avance plus vite. En fait, c'est des choses qu'on n'avait pas avant les réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, je ne pouvais pas savoir que mon frère qui se trouve en France, il avance plus vite que moi et que moi, je suis un nul, je ne fais rien de ma vie, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est venu comme ça. Et je n'en parle pas pour dire que non, ben, ça nous affecte tous finalement. Non, mais c'est comme quelque chose qu'on ne pouvait pas deviner lorsque les réseaux sociaux sont venus. Et qui sait ce qui nous attend avec l'intelligence artificielle? C'est vraiment un type de comparaison que je suis en train de faire, de faire cette analyse. Et nous avons également la consommation excessive de contenu que nous avons vu. Nous avons perdu des frères, des sœurs dans le corps du Christ qui ne sont plus, euh, dévoués. Je ne dirais pas principalement à cause des réseaux sociaux, mais ça pourrait avoir contribué parce qu'ils n'ont pas pris garde, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, avec du contenu excessif que nous avons, c'est très facile de passer beaucoup d'heures devant son téléphone plutôt que de revenir à la recherche de Dieu, à passer du temps avec Dieu. La distraction, le manque de vie sociale, surtout il y a des familles aujourd'hui qui ne peuvent plus passer du temps ensemble comme ça. Voilà ce qu'on ignorait en fait lorsque les réseaux sociaux sont arrivés, mais qui se sont dévoilés avec le temps. Et ceux qui n'ont pas été affectés par toutes ces conséquences, c'est ceux qui ont quelque part en pris garde en fait. Et comme je le disais, on ignore encore ce qui peut arriver avec l'intelligence artificielle.
artificielle, mais seulement prenons garde afin que lorsque le pire arrivera, que nous ne puissions pas tomber ou faillir. La Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Et c'est vraiment à ce titre que nous essayons d'apprendre un peu plus sur ce que c'est, afin de prendre garde pendant le mauvais jour. En fait. Alors, juste une analogie comme ça, lorsqu'on voit Facebook, ça a commencé tout simplement par un simple forum, on ignorait encore ce qu'on pouvait en faire. Et ensuite, on a intégré un système de chat où un à un. Il y a eu les appels qui sont venus. Ensuite, on a eu Facebook Watch, le fait de suivre des vidéos sur Facebook, Facebook Business, où tu peux à présent faire ton business, être à fond sur ton business, justifier le fait que tu passes 5 heures de temps sur Facebook parce que tu as un business dessus, voilà. C'est pas mauvais, mais encore, je dis que voilà, ça pourrait avoir affecté certaines personnes, en fait. Et nous avons du contenu approprié, étant donné qu'il y a du Facebook Watch, il y a des vidéos, donc ça fait en sorte qu'on tombe sur du contenu parfois inapproprié. Moi, ça m'arrive beaucoup, je vais sur Facebook juste pour faire ci, pour faire ça, mais sans que tu le veuilles, tu tombes sur un contenu inapproprié, en fait. C'est tellement... Ça me pousse tellement, en fait, à utiliser toutes ces choses avec du retenu, en fait. Parce que si je tiens vraiment à ma vie chrétienne, si je tiens vraiment à ma marche avec Christ, il va falloir que j'utilise toutes ces choses avec du recul, en fait. Et nous avons des jeux vidéo encore qu'ils ont intégré. Le fait de vraiment essayer de vous garder là le plus longtemps possible, en fait. Et nous allons voir à présent l'évolution qu'il y a eu avec l'IA, ou l'évolution qu'il va avoir avec l'IA, d'ailleurs. Il y a déjà des noms même qui sont posés dessus. Et on va revenir un peu plus en arrière lorsqu'on avait l'IA basée sur des règles. Alors ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, lorsqu'on allait sur certains sites, on avait une chatbox qui nous permettait de sélectionner des questions. Il y avait déjà des questions qui étaient prédéfinies. On sélectionnait une question et on interagit avec une sorte de robot qui se trouvait sur un site web. Donc, je ne dirais pas que ça utilisait la même architecture que l'IA, mais on venait quand même un petit pas. Et on a eu aujourd'hui l'IA basée sur le contenu. L'IA basée sur le contenu. En tout cas, j'ai vraiment essayé de traduire en français, sinon c'est vraiment des concepts en anglais. L'IA basée sur du contenu. Aujourd'hui, on a ce dont on a parlé avec l'algorithme des réseaux sociaux. Qui te propose des vidéos, voilà. Donc, c'est vraiment basé sur le contenu que tu regardes qui te propose des choses. On a l'intelligence artificielle à domaine restreint. Ici, on voit certains algorithmes qui existent déjà, qui permettent de résoudre certains problèmes, qui fait de la traduction, en fait, traduction de langue en temps réel. Et ça, on en a un peu parlé parce qu'il y a fallu vraiment beaucoup d'interfaces. Et c'est vraiment des algorithmes derrière qui fonctionnent, qui sont implémentés d'ailleurs avec les outils qu'on voit aujourd'hui. Et on a l'intelligence artificielle capable de raisonner, qui est donc ChatGPT qui est arrivé. Avec ChatGPT, on peut raisonner, on peut avoir une conversation normale. Et il y a eu aussi des voitures autonomes qui sont venues. C'est vraiment de l'intelligence artificielle qui permet de raisonner en fait. Et aujourd'hui, on est déjà en train de migrer vers l'intelligence générale artificielle. Alors, l'intelligence générale artificielle, c'est une intelligence qui va être plus avancée que l'intelligence artificielle que nous avons aujourd'hui, comme ChatGPT. Et nous avons déjà des prototypes qui sont disponibles en ligne. Et l'exemple que je vais vous montrer, je pense que je ne vais pas rajouter le lien. L'exemple que je vais vous montrer, en fait, c'est une intelligence qui permet de remplacer un codeur ou un développeur d'application. Donc, on a une solution aujourd'hui qui est une intelligence générale artificielle qui permet de concevoir une application ou un logiciel informatique tout seul, juste en lui écrivant un message comme on le fait sur ChatGPT. On peut dire, conçois-moi une calculatrice qui sera fonctionnelle sur mon système Windows. Et l'intelligence générale artificielle, il y a tous les outils
qui a été programmée avec tous les outils, va donc passer à l'action et va concevoir ce logiciel par elle-même. En fait. Et aujourd'hui, nous avons Devon, qui est une solution bêta, une solution test qu'on peut déjà retrouver sur Internet, qui est capable donc de concevoir ce genre de technologie en fait. Et je pense que c'est le lien en bas. Bon, le lien en bas, en fait, c'est la liste de l'évolution en fait, de l'intelligence artificielle. Et donc, je vous donne juste un exemple pour ne pas trop aller dans l'informatique ou programmation. Un exemple simple, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une secrétaire en fait. Avec l'intelligence générale artificielle, on pourra concevoir une secrétaire qui aura accès à Microsoft Word, Microsoft Excel, et nous, on va juste lui faire entrer un message pour lui dire écris-moi un CV ou écris-moi, voilà, écris mon CV et rends-toi sur Excel, réalise telle tâche. Et l'intelligence générale artificielle qui a accès à ces logiciels va s'occuper de toutes ces tâches en fait. Et je pense que ça existe déjà même avec OpenAI. Ils ont déjà construit un prototype comme ça. Et si vous faites des recherches, vous allez comment tomber sur ça. Ça arrive déjà d'ici l'année prochaine, je pourrais dire, on aura déjà de l'intelligence générale artificielle. Et là, on voit encore à quel point ça va affecter en masse l'employabilité, surtout dans les pays développés. Et à part l'intelligence générale artificielle, on aura plusieurs intelligences qui vont venir après, comme l'intelligence intelligence artificielle super intelligente. Il faut donner voilà, c'est une intelligence en fait qui sera capable d'évoluer par elle-même. Et là aussi, il y a déjà des prototypes qui sont en cours. Ils ont conçu par exemple des robots qui sont capables de jouer au football. Et la seule instruction qu'on les a donnée, c'est de marquer un but. On les a donné des poteaux, on les a donné un ballon et on les a demandé de marquer le but. On ne les a pas expliqué comment marquer le but. La seule instruction, c'est de marquer un but. Et eux-mêmes, avec l'intelligence qu'ils ont, ils apprennent en fait à marquer. Et comment ça fonctionne en fait? Une fois qu'ils apprennent une possibilité pour marquer un but, cette architecture qu'on a vue tout à l'heure permet de leur récompenser. C'est un peu comme si tu entraînais un chien. Quand tu lui dis de faire un truc, tu le récompenses avec un petit gâteau, un petit truc. Et il va mémoriser que cette action-là, c'est la bonne action à faire. Ce qui fait que la prochaine fois, il a une base de données qui lui permet d'enregistrer en fait les bons patterns. Et avec le temps, il va connaître les meilleurs patterns. Et c'est ça en fait qui effraie encore même les pères de l'intelligence, ceux qui ont préalablement conçu cette intelligence. Ils sont effrayés parce qu'ils se disent que plus cette intelligence va évoluer, il est possible que l'intelligence artificielle soit consciente d'elle-même, qu'elle soit consciente que je suis une intelligence artificielle, je suis un robot, j'ai été conçu. Et ça craint même qu'on se retrouve dans un film de science-fiction où l'intelligence artificielle commence à faire les choses par elle-même, commence à prendre le contrôle sur son propre système, interagir avec d'autres systèmes. Certains disent qu'on n'en est pas encore là, mais ça reste entre guillemets. Et pour l'instant, je dirais qu'on n'en est pas encore là. Avec le peu d'intelligence, de connaissances que j'ai sur la programmation, on n'en est pas encore là. Mais avec le temps, on ignore en fait ce que ça va donner avec le temps. Et c'est la raison pour laquelle on met une alarme pour dire qu'il est important de mettre déjà des régulations. Il faut déjà réguler en fait. Beaucoup de CEO ont dit que c'était même pas le moment en fait de rendre ça public ou de déployer ce genre d'armes nucléaires en fait. Donc voilà un peu ce qu'il en est de l'évolution de l'intelligence. Il y a d'autres points, je ne vous ai pas encore tout ça et le lien permettra de découvrir un peu plus. Et est-ce qu'il y a des questions avant qu'on avance avant qu'on aille vraiment vers la fin de notre présentation? Est-ce qu'on a des questions jusqu'alors? Ou peut-être un point que je n'ai pas bien éclairci. En fait, si je comprends bien, le but de l'intelligence artificielle, c'est
de remplacer les humains? Très belle question. En fait, je dirais non. Comme je l'ai dit, en ce moment, on est à ce niveau, on est au niveau de l'intelligence, pardon, oui, bon, on arrive là très rapidement, mais on est encore à ce niveau-là. On est au niveau de l'intelligence capable de raisonner. Alors jusqu'alors, on a le contrôle et on comprend de façon informatique ce qui est en train de se passer. C'est comme moi, par exemple, je n'ai pas d'expertise en intelligence artificielle. J'ai un peu de connaissances en programmation, mais je suis capable de vous expliquer quand même ce que c'est. Et ceux qui ont de l'expertise dans l'intelligence artificielle, ils comprennent exactement comment tout l'algorithme fonctionne. Mais ce que l'on craint, c'est qu'avec le temps, on ne va plus comprendre en fait. Parce que tellement on est en train de rendre le système autonome, on ne va plus comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur du système. Et comme je vous ai dit, il y a plus de neurones. Cette architecture de l'intelligence artificielle a plus de neurones que le cerveau humain. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on ait beaucoup de contrôle et qu'il y ait des régulations. Sinon, si on continue seulement à donner de la puissance à cet outil, il va arriver un moment où il n'y aura pas un homme sur la Terre qui va fonctionner, qui va comprendre, qui pourra expliquer exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Pour le moment, on a la possibilité de comprendre ce qui se passe. Mais avec le temps, on le craint en fait qu'on peut perdre le contrôle. Je ne dirais pas, jusqu'à présent, c'est des sous-entendements qu'on est en train de faire. Il n'y a pas de confirmation même de la part des experts d'intelligence. Mais tout ce que l'on craint en fait, c'est que plus on lui donne de la puissance, plus on améliore ces systèmes-là, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir perdre le contrôle? Et ce sera des systèmes qui vont être plus qualifiés que nous, qui vont prendre le contrôle, comme on a vu dans les films de science-fiction. Et c'est en pleine discussion en ce moment. Ils sont en train d'essayer de mettre des régulations, de créer vraiment des systèmes de régulation afin de pouvoir éviter qu'on continue à donner de la puissance en fait, sans pourtant réguler en fait et comprendre davantage du système. Je ne sais pas si cela répond à ta question. Oui, c'est clair. Mais ce que je comprends aussi, c'est que l'homme de nature est têtu. Il croit toujours avoir le contrôle des choses, mais à la fin, ça se perd. Moi, je crois que à la fin, ça finira toujours de nous échapper parce que l'homme se prend pour un dieu. Donc, on a ça s'est vu dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de la médecine, comme tu dis, de l'IT, plusieurs choses. C'est que l'homme veut toujours chercher au-delà. En fait, accepter les joies de la nature. Et cela finira dans nous parce que c'est scientifique, c'est des gens qui sont là à la recherche de la connaissance. Parfois, il y a des moments où ils ne savent pas admettre l'intelligence ou dépasse l'entendement humain et que seul Dieu connaît ce qu'il a fait, il lui-même connaît pourquoi il a fait. Donc, pour moi, on n'aura pas besoin de connaître que peut-être les gens qualifiés comme eux, parce que s'ils étaient déjà qualifiés de nature, ils voulaient déjà savoir, en fait, en faisant ces choses-là, dès le début, ils devaient déjà savoir à quoi s'en tenir. Donc, ils devaient arrêter. Donc, s'ils continuent à le faire, c'est qu'ils ne savent pas. Non, on pourra le contrôler, mais enfin, c'est la même. Regarde, par exemple, la création des armes nucléaires. Au début, on a commencé à se pousser les avions. Et demain, là, on commence à tuer comme des moutons. Et c'est ces gens comme ça là que moi, je vais faire confiance qu'ils vont gérer la situation. Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, le monde, il y a des bombes atomiques qui peuvent faire disparaître un pays en une seconde. Et c'est des gens avec des costumes qui se croient intelligents. Pour moi, c'est des fous joyeux. Désolé pour le terme. Merci, mon fou. Merci beaucoup pour l'intervention. En tout cas, on continue à analyser, on continue à rester sur nos gardes et on ignore vraiment ce qui peut arriver demain. Maintenant, on va continuer, compte tenu du temps. Alors, j'ai beaucoup aimé ton intervention parce que tu as parlé de la têtudesse de l'homme. Et c'est ce que nous allons voir en fait. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Et l'homme qui se croit pour un dieu. Je ne sais pas si tu avais. C'est vraiment dans le même esprit qu'on avance parce que c'est vraiment ce que le point prochain nous réserve. Alors, dans Genèse 3, chapitre 3, la Bible dit que mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, point pardon, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Alors nous retournons à la Genèse pour voir en fait à quel point l'homme est resté ambitieux ou l'ambition de l'homme en fait a demeuré, l'ambition de l'homme a demeuré son propre Dieu en fait, continue en fait à l'emmener à où est-ce qu'on va en fait. J'aimerais commencer déjà à mettre les choses au clair dans le fait que je ne suis pas contre l'évolution, je ne suis pas contre la création en fait des outils technologiques et tout le reste. Mais le problème c'est que on s'est éloigné de notre Dieu en fait. Et on a été créé pour être sous notre Dieu, pour être dans la présence de notre Dieu. Dieu nous a donné le libre arbitre afin que nous puissions concevoir des choses, afin que nous puissions, je ne dirais pas concevoir principalement, mais afin que nous puissions, vivre, pas être comme des robots en fait. Dieu nous a donné le libre arbitre afin de décider de ce qu'on peut faire et il nous a demandé de dominer sur la terre. Mais seulement ce qui se passe, c'est que si seulement on n'avait pas désobéi à notre Dieu, on serait capable de créer et d'améliorer notre monde avec la volonté de Dieu, en fait, avec le soutien, l'apport de Dieu. On serait allé consulter notre Dieu, premièrement, et créer des choses magnifiques qui, peut-être avec la sagesse de Dieu qui nous aurait communiqué, ce seraient des choses qui ne devraient pas impacter, en fait, notre environnement, par exemple. Mais étant donné qu'on a désobéi et qu'on s'est déconnecté de notre Dieu, de l'alliance qu'on avait avec notre Dieu, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on devient nos propres dieux, on ne consulte plus Dieu, on décide par nous-mêmes, on fait les choses par nous-mêmes, on ne mesure pas les conséquences de ce que l'on fait, on est tellement concentré sur le business, sur l'avancement des technologies, de nos recherches, que voilà là où ça peut nous emmener en fait. Peu importe les conséquences que nous allons vivre demain, voilà là où le fait d'avoir rejeté Dieu, de s'être tourné de Dieu, là où ça peut nous emmener en fait, finalement. Et ce que nous pouvons faire au point où nous en sommes en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous pouvons faire, c'est réaliser que nous sommes des étrangers, nous sommes des pèlerins sur cette terre, selon ce qui est dit dans Pierre chapitre 2, verset 11. Étrangers que nous sommes, pèlerins que nous sommes, demeurons en contact avec notre Dieu par la prière. Nous ignorons, comme nous l'avons vu, même les scientifiques eux-mêmes ignorent exactement ce qui aura lieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre Dieu qui peut nous inspirer, qui peut nous enseigner, qui peut nous donner des instructions sur comment nous préparer de cette calamité-là qui peut arriver demain. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment que l'on puisse tourner nos regards vers notre exemple. Nous avons notre exemple Jésus qui était venu sur la terre, qui était pèlerin sur cette terre, et essayons un peu d'observer comment lui, il a vécu en fait sur cette terre. Dans Matthieu, chapitre 14, le verset 23, la Bible dit: quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. Alors, dans ce chapitre, nous voyons que Jésus avait multiplié les pains et les poissons pour pouvoir nourrir les 5000 personnes qui étaient là. Et ça, c'est l'un des passages en fait dans la Bible où on voit que Jésus priait énormément. Dans Marc 14 également, on voit qu'il s'éloignait toujours pour prier, pour prier. Et ça m'a fait penser à une chose, en fait, lorsqu'on est étranger ou lorsqu'on est, on est envoyé quelque part, on a une sorte de radio, en fait, de radio-télécommunication qui nous permet de communiquer avec la tour centrale, en fait. On est étranger dans un pays, on doit être en contact avec la tour centrale, qu'on peut dire tour centrale, voilà ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'on fait.
Et c'était ça l'attitude de Jésus, en fait. Il était là tout le temps en train de demander à la tour centrale, en fait, voilà, qu'est-ce que je fais par la suite? Ah, je me sens faible. Comment je gère cette situation, en fait? Vous pouvez éloigner cette coupe devant moi. C'est en prière qu'il allait trouver la force dont il avait besoin. Et moi, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, il va falloir vraiment faire appel au spirituel pour savoir comment tenir ferme dans cette situation. Parce que finalement, c'est une situation qu'on n'a jamais vécue. C'est du nouveau pour nous tous. On ne sait pas quelle disposition prendre, en fait. Et si l'on est vraiment enfant de Dieu et si l'on est vraiment de l'homme d'en haut, je pense qu'on va tourner notre regard vers le Seigneur pour essayer de savoir, voir vraiment des instructions sur comment gérer cette situation. Et puis, j'aimerais passer au point numéro 2, où lundi, où c'est mentionné qu'il faudra donc demander à Dieu qu'il nous montre ce que nous devons faire. Voici donc le deuxième point, ou la deuxième chose à faire. Lorsque nous demandons à Dieu qu'il nous montre ce que nous devons faire, cela peut énormément nous aider. Nous allons voir ça dans Jean, chapitre 5, le verset 19. Alors, Jean chapitre 5, le verset 19 nous montre que Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre, j'aime beaucoup ça, et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera les œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. C'est vraiment dans la même pensée que Jésus était figé, il avait les regards figés vers là-haut. Il était en symbiose avec Dieu pour savoir comment marcher, comment avancer. Et c'est d'ailleurs ce qui était prévu depuis le début. Nous avons brisé l'alliance avec notre Dieu. Depuis le début, nous étions censés consulter notre Dieu, vivre sous sa gouvernance en fait. Et nous l'avons perdu à cause du diable qui nous a dit qu'on serait comme des dieux. Et il y a une chose encore qui m'interpelle, c'est que lorsque le diable dit, ou lorsque Dieu dit également, si vous mangez de cet arbre, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'avant, on n'avait même pas la connaissance du bien. On n'était pas conscient, en fait, du bien et du mal, en fait. On ne savait pas que le bien qu'on faisait était bien, parce que la Bible dit que Dieu est bon. Donc, tout ce qu'on faisait, quand on était en alliance avec notre Dieu, était bien. Mais cependant, on n'en avait pas conscience. C'était naturel, parce qu'on était dans la volonté de Dieu, on était dans la présence de Dieu. Mais dès lors qu'on a pris conscience du bien et du mal, on a cessé, en fait, d'être en symbiose avec notre Dieu. On a perdu cette symbiose dans notre façon de faire. L'homme aujourd'hui croit faire bien. L'homme aujourd'hui a connaissance du bien. Tout ce que ces hommes font, ce n'est pas dans le but de faire le mal, en fait. Tout ce que ces hommes font, c'est dans le but d'améliorer, en fait. Toutes les technologies qui ont été créées, c'est pour améliorer. Et ils le font pour le bien. On a vu ensemble les avantages de l'intelligence artificielle qui disaient que voilà, ça aide les malvoyants et il y a eu des témoignages, des malvoyants qui ont témoigné cela. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que avoir connaissance de bien faire sans l'intervention de Dieu, ou bien faire ayant la connaissance de bien faire, ce n'est pas la perfection en fait. Ça ramène toujours les conséquences des effets secondaires, comme nous le voyons. Mais si seulement l'homme était resté attaché, consultant Dieu pour tout ce que nous faisons, peut-être qu'on n'aurait pas des catastrophes naturelles aujourd'hui. Peut-être qu'on aurait pu créer une sorte d'avion plus écologique à la base, plutôt que d'avoir des avions qui polluent l'atmosphère et voilà quoi. Donc en tant qu'enfant de Dieu, essayons vraiment d'être en symbiose avec notre Dieu afin de savoir vraiment comment gérer ce genre de situation. Et la Bible nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Ça peut être difficile en fait, surtout comme je le disais pour les développeurs, pour ceux qui sont vraiment dans le domaine IT, ça peut être très difficile, mais je suis sûr qu'avec l'aide du Seigneur, en étant en contact avec la tour générale, la tour centrale, je veux dire, le Seigneur va nous communiquer en fait, même en étant en train de travailler avec ces outils-là.
le Seigneur va nous épargner, il va garder notre cœur, en fait, afin qu'on ne puisse pas tomber le jour où le pire pourra arriver, en fait, finalement. Et j'aimerais nous rappeler qu'on a perdu des frères et des sœurs dans le corps de Christ lorsqu'il y a eu le Covid-19, pardon. Il y a eu un vent qui est arrivé. Il y a des business qui ont été affectés. On a perdu des gens. On a perdu. Je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de la mort spirituelle. Et j'aimerais vraiment que nous puissions nous garder afin de ne pas tomber, de ne pas succomber lorsque ce vent apparaîtra en fait. Et c'est vraiment comme ça que je peux répondre à cette question. Pourquoi rester sur nos gardes? Et bien, c'est pour ne pas tomber si le pire arrive et si seulement le pire arrive. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et que le Seigneur nous bénisse. Alors, on va donc prendre les intervenants. Il y a surprise. Hein? Oui, alors il y a surprise. Je pense que tu as la parole. J'aimerais demander également à tous pendant ce temps de préparer vos questions, si seulement